Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une relance des capsules que nous avons l'habitude d'enregistrer sur des thèmes relevant du droit et notamment du droit des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une de mes brillantes étudiantes en master droit des affaires et de l'entreprise. Il s'agit notamment de mademoiselle Ralbouni Mariam. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Merci, cher professeur. Alors aujourd'hui, ensemble, on a choisi de parler du sujet de votre mémoire, tout simplement. Il s'agit de l'administration de la preuve en arbitrage international. Vous l'avez soutenu il n'y a pas longtemps, ce matin d'ailleurs, pour ne rien vous cacher. Et donc, vous l'avez soutenu, vous avez obtenu une très très bonne note. Je vous en félicite. Merci, monsieur. Alors, vous parlez de l'administration de la preuve en arbitrage international, mais avant de parler de la preuve, je voudrais que vous disiez aux auditeurs, aux téléspectateurs, ce qu'il en est de l'arbitrage. Bien sûr. Notamment international. Bien sûr. Alors, l'arbitrage international, c'est un mode de règlement de litige de commerce international. Et plusieurs pays s'intéressent, notamment le Maroc, qui a essayé de mettre des bases bien très solides pour pouvoir lancer l'arbitrage et qu'il devienne une pratique répandue chez les juristes et les avocats, bien sûr. Du coup, je me suis intéressée à l'arbitrage international, mais dans sa phase procédurale, notamment en relation avec la preuve. On sait très bien que la preuve, c'est la clé de dénouement de l'affaire objet du litige et ce qui suscite un problème en arbitrage international, c'est contrairement à ce qui en est dans les tribunaux étatiques, elle n'est pas organisée par des lois nationales, par un encadrement bien précis, comme c'est le cas dans le Code de la procédure civile. Pourquoi? Parce que premièrement, cette abstention, elle est faite d'une manière intentionnelle pour préserver la qualité de l'arbitrage qui est la flexibilité et la souplesse. Très bien. Donc, en fait, vous parlez de l'arbitrage international, son importance pour l'économie. On sait que le législateur marocain a mis en place un droit de l'arbitrage et que très très bientôt, on l'espère, cette année, pourquoi pas, il y aura des nouvelles réformes qui vont permettre justement de hisser l'arbitrage et lui donner la place qu'il mérite. Bien sûr. Vous avez parlé de la preuve et vous avez commencé votre mémoire en disant devant les tribunaux, c'est la même chose de n'avoir point de droit ou de n'en avoir point de preuve. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam يقول لا حق بدون بينة بمعنى لا دعوة بدون بينة. البينة هي la preuve. Mais justement, avant de parler de la preuve en matière d'arbitrage international, est-ce qu'on peut dire que le système de preuve, tel qu'on le connaît devant les tribunaux classiques, est le même que devant l'arbitrage international? Est-ce qu'il y a, quel est le particularisme? D'accord. Certes, pour ce qui en est devant l'arbitrage international, je peux dire que oui, c'est la même chose. Lorsque les parties choisissent de mettre en application des lois nationales. La différence réside lorsque les parties choisissent soit de soumettre leur litige à des lois types de règlement d'arbitrage ou des lois ou des conventions internationales en relation avec l'arbitrage. Parce qu'il y a à peu près une diversité. Ces lois et ces conventions, ils empruntent des règles qui sont à peu près différentes, des pratiques, des systèmes juridiques bien différents, comme les systèmes de common law, tout ce qui est en relation avec les pays anglo-saxons et la tradition civiliste. Par exemple, au Maroc, on se base seulement sur le code de la procédure civile. Mais si les parties choisissent de mettre en application un règlement d'arbitrage international, ça va différer dans ce cas-là. Vous avez cité la common law. Quelles sont les particularités de la preuve écrite dans les pays de la common law, justement? Alors, devant les pays, plutôt dans les systèmes de common law, on trouve une pratique très répandue chez les juristes et les avocats anglo-saxons, c'est la discovery. Je m'explique pour faire simple. La discovery, c'est quoi?
c'est lorsqu'on est devant la production des documents, devant une instance arbitrale. Dans ce cas-là, pour la discovery, la partie adverse, elle est dans l'obligation de communiquer toutes les informations qui sont en rapport avec les questions litigieuses, que ce soit qui soient favorables ou défavorables à son encontre. Et c'est une obligation pour lui de mettre une liste et d'énumérer tous les documents qui en disposent et la donner à sa partie adverse. Pourquoi? Premièrement, ça va permettre une accélération de la procédure d'arbitrage. Ça va permettre aussi que la partie, elle sera en connaissance de cause, c'est-à-dire lorsqu'elle va se défendre, elle va très bien, elle a les éléments principaux pour se défendre. Il présente plutôt plusieurs avantages. Mais on trouve que les juristes civilistes, ils sont en déclin, d'utilisation de cette pratique. Oui, parce qu'ils la connaissent pas. C'est pas contraire très connu. Contraire à la culture. Oui. À la culture oui, civiliste. À la culture. Oui, civiliste, c'est pas la même chose. À la culture civiliste, on passe par une seule procédure. C'est lorsqu'on est devant le tribunal, c'est là où on montre tous nos cartes et non pas avant. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des tentatives d'harmonisation de la preuve en arbitrage international? Oui. Oui, bien sûr, parce que dans la sphère internationale, on parle de la coopération entre les États. Et les États, afin de faciliter les échanges économiques, etc., ils ont besoin des règles qui sont faciles à appliquer, possible de les mettre en œuvre d'une manière flexible et automatique. C'est dans ce cadre où il y a eu plusieurs tentatives d'harmonisation. C'est le cas par exemple de l'IBA Rules. C'est quoi l'IBA Rules? C'est International Bar Association. C'est une organisation, c'est une organisation très répandue aux États-Unis. Elle englobe plusieurs barreaux qui viennent de plusieurs pays, plus de, si je ne me trompe pas, 170 pays. Alors, il englobe plusieurs pratiques, plusieurs règles qui émanent plutôt des systèmes juridiques différents. Le but de cette pratique, l'IBA Rules, certes, elles jouent un rôle complémentaire. Elles ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire il reste aux parties de choisir de s'y soumettre. Une fois qu'ils acceptent de s'y soumettre, ils deviennent obligatoires dans ce cas-là. Ils visent à plutôt collaborer ou plutôt prendre tout ce qui est entre les pratiques de civil law et de common law pour avoir des règles qui sont harmonieuses et possibles à les appliquer chez les parties internationales. Alors, cela nous amène vers une question très intéressante et d'actualité. Est-ce qu'il est envisageable de standardiser les règles régissant la preuve en matière d'arbitrage international? En fait, la standardisation, elle a beaucoup d'avantages. D'abord, est-ce qu'elle est envisageable? Envisageable, oui. Je vais y venir. Oui, je vais y venir, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il présente plusieurs avantages. Lorsqu'on est devant des standards internationaux, ça va, premièrement, minimiser les coûts d'arbitrage, parce que les parties, avant de commencer la procédure, ils savent très bien quel mode de preuve ils vont choisir. Du coup, le cheminement et l'issue plutôt du litige, elle est connue dès le début chez les parties. Et on sait très bien que le coût d'arbitrage, c'est une question controversée maintenant. Qui pose problème d'ailleurs. Qui pose problème parce que pourquoi les personnes sont en déclin? Parce que l'arbitrage, ça coûte cher. Je trouve que cette standardisation, elle va permettre de minimiser le coût. Aussi, ça va permettre d'assurer une flexibilité dans le choix des lois, parce que les parties, ils vont plutôt choisir des lois qui sont internationales et qui répondent plutôt à des principes connus chez les systèmes de common law anglo-saxon et de droit civiliste. Mais est-ce qu'il est possible
Est-ce qu'il est possible pour vous dire, ça demande beaucoup de travail parce que lorsqu'on applique les règles standards, on va vider plutôt l'arbitrage de son sens même, qui est la flexibilité et la souplesse. Parce que lorsqu'on est devant des règles qui sont standards, Figé. oui, et figées. Et pourquoi déjà les parties ils choisissent de soumettre leur litige devant un arbitre? C'est pour préserver et avoir cette particularité de l'arbitrage qui est la souplesse et la flexibilité. Alors Aussi la confidentialité. Et la confidentialité, bien sûr. C'est pour ça, je trouve que la standardisation et l'harmonisation de ces règles, ça va permettre, selon certains praticiens d'arbitrage, ça va vider l'arbitrage de son sens, qui est la flexibilité et la souplesse. Avant de nous quitter, une question d'ordre général. Comment va l'arbitrage, d'après vous, au Maroc? Je peux dire qu'en anglais, Dites-le. Baby steps. Du coup, ça va doucement, mais sûrement. Sûrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une volonté, Oui. une volonté réelle d'en faire un moyen, un tremplin, justement, pour faciliter Bien sûr. les affaires, encourager l'investissement. Et sur ce plan-là, on n'a pas tort. Oui. Et déjà que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'arbitrage, je pense que c'est Oui, tout à fait. le Et puis il y a futur, maintenant des bons arbitres qui commencent Oui. à se former, à pratiquer. Moi, je le vois aussi dans la pratique. C'est plutôt encourageant. Sur un plan personnel, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bon, vous avez obtenu votre master et qu'est-ce que vous faites? Là, dans le côté professionnel, je suis juriste junior à PwC Service à Casablanca. Ce qui veut dire Oui, PricewaterhouseCoopers. Je travaille avec PwC Société d'avocats, tout ce qui est en relation avec droit de société, corporate law et fusion-acquisition. Donc vous retrouvez un peu tout l'aspect théorique, mais Oui. dans la pratique. Dans la pratique, bien sûr. Eh bien, sur ce point-là, je vous souhaite une bonne réussite. Mais encore une fois, avant de nous quitter, la question classique que j'ai l'habitude de poser à mes invités, c'est de savoir quelles sont les lectures parallèles, autres que le droit, qui vous occupent en ce moment. Bien sûr. C'est quoi? Non, dites-le. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? C'est tout simple. Non, bien sûr. C'est un livre de développement personnel de Eckhart Tolle qui a pour le pouvoir de maintenant. Le pouvoir de maintenant, l'écrivain, il démontre que la nécessité de vivre dans le moment présent. Pourquoi? Pour savourer les moments qui est la voie de bonheur, et pour avoir plutôt une identité moins douloureuse, il faut vivre le moment présent et ne pas se soucier du futur. Les pratiquants du zen vous diront ici et maintenant. Et maintenant, oui. Donc il faut vivre le moment présent. C'est une manière et l'une des meilleures manières de retrouver le bonheur. Maintenant, on est au moment présent, on est en train de discuter l'arbitrage que j'adore, que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je savoure chaque minute avec vous, messieurs. Ben, ça me fait plaisir et j'espère que vous allez vous intéresser à un doctorat et ça peut être ce sujet, la continuité de votre master. Bien sûr, Inch'Allah, je l'espère vraiment. Voilà, je vous souhaite une bonne réussite. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.